Au sommaire de ce journal, commerce international, la ZLECAf renforce les capacités des membres de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Management du risque, les acteurs se concertent sur la résilience du continent africain face aux chocs mondiaux. Dans le secteur écologie, une nouvelle solution intervient pour le respect de l'environnement. Il s'agit de EcoBac Auto. Et puis nous parlerons du lancement de la campagne de distribution de la vitamine A aux enfants âgés de 6 à 59 mois à Boaké et à Adzopé. Mesdames, Messieurs, heureuse de vous retrouver pour l'actualité sur Business 24 Africa. Débutons cette édition avec le commerce international. La maison de l'entreprise CGECI a accueilli récemment un atelier d'information et de formation. Cet atelier de renforcement de capacité était organisé par la ZLECAf au profit des membres de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Il s'agissait pour la ZLECAf de passer en revue toutes les règles import-export que les entreprises ou les individus doivent connaître pour aller à la conquête du marché de 1,3 milliard de personnes qu'offre la ZLECAf. Le récit de Philippe Zabo. Cette phrase est écrite dans la conclusion et les recommandations de l'atelier que la CGECI a sollicité auprès de la ZLECAf à propos de l'accès au marché extérieur. La ZLECAf fera des perdants et des gagnants au cours de sa mise en œuvre. Les gagnants seraient les entreprises outillées et celles qui auraient pris part aux séances de sensibilisation et de renforcement de capacités données par la ZLECAf. Un environnement commercial présente aussi bien des opportunités, mais également des menaces. Et l'idéal pour nos opérateurs, c'est justement de se préparer à maîtriser donc tout ce qui est instrument pouvant leur permettre justement de, tirer parti de l'ouverture des marchés, mais tout en se préparant justement à faire face de manière efficace aux éventuelles menaces. Durant 2 jours, les participants ont eu droit à plusieurs formations, notamment sur le cadre juridique et institutionnel de la ZLECAf, le protocole sur les marchandises et les opportunités des entreprises de l'espace CEDEAO et de la Côte d'Ivoire. Des formations pratiques et enrichissantes. Je dirais qu'on est prêt à le faire. Ça demanderait au préalable qu'on ait une vraie maîtrise de tous les instruments parce que le mécanisme est vraiment très dense. Pour parler de ce jour, j'ai appris beaucoup de choses. Non seulement l'accès au marché, et encore l'initiative du commerce guidé. Là, ça a été très important. Pour la CGECI, l'accompagnement de ses membres dans la recherche de marchés nouveaux s'inscrit dans son programme stratégique 2023-2026. La ZLECAf, c'est un vaste marché qui s'ouvre pour toutes nos entreprises, petites, moyennes et grandes entreprises. Et il est important qu'on puisse s'y préparer. Donc avoir tous les outils en main pour pouvoir attaquer ce marché qui s'ouvre, qui va offrir de nombreuses opportunités pour nos entreprises. La cérémonie de renforcement des capacités a pris fin par une remise de certificats aux participants. Poursuivons cette édition avec le management de risque. La capitale économique ivoirienne a accueilli la 5e édition des rencontres africaines du risque management. Au cœur de l'événement, la résilience face aux chocs mondiaux, quelle stratégie pour l'Afrique? Une question à laquelle les acteurs du management du risque venus de plusieurs pays africains tentent de répondre en proposant des solutions à l'issue de 2 jours de travaux. Walter Kofi. Crise sanitaire, conflits géopolitiques, réchauffement climatique, des bouleversements dont les impacts se font ressentir sur un continent en quête de développement. L'Afrique face aux chocs mondiaux, quelle stratégie pour renforcer sa résilience? C'est le thème central de cette 5e édition des rencontres africaines du risque management. Durant 2 jours, ces experts réunis à Abidjan proposeront des solutions adaptées et durables face à ces chocs exogènes. Un événement organisé par le réseau ivoirien de management des risques et assurance d'entreprise, RIMRAE. Les chocs mondiaux aujourd'hui, nous voyons tous ce qui se passe autour de nous. Les risques auxquels nous sommes confrontés sont des risques climatiques, les risques économiques, des risques d'instabilité politique, donc des risques aussi de sécurité alimentaire.
Et donc, face à tous ces chocs mondiaux, quelles sont les stratégies que nous, Africains, nous pouvons développer pour atténuer ou mitiger ces risques-là? Cette édition est présidée par Mamadou Koné, président de l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, ASACI, qui voit en cette rencontre une occasion de bonifier les formules proposées par les acteurs du monde des assurances, perçus comme des pourvoyeurs de solutions en matière de risque. Pour nous, par rapport au risk management, nous apparaissons comme étant des solutions de gestion des risques. Nous apparaissons comme étant des solutions d'atténuation du risque. Et ça, c'est la première partie, ça, c'est la première raison. Donc, notre responsabilité, c'est de donner aux risk managers les solutions en termes de produits d'assurance dont ces risk managers ont besoin. Ces 2 jours de rencontres seront meublés de conférences, tables rondes, panels, animés par des dizaines d'experts du risque management. Intéressons-nous au secteur écologique dans ce journal. Le saviez-vous? Chaque déchet jeté par la fenêtre d'un véhicule est un geste qui dégrade la santé de notre planète. Sous nos tropiques, c'est une attitude que l'on observe presque tous les jours. Mais enfin, une solution innovante a été trouvée par des jeunes Ivoiriens pour permettre aux véhicules de disposer d'un sac biodégradable. Son nom, EcoBag Auto. Quelle est son utilité? Quel est son rôle dans la préservation de l'environnement? Éléments de réponse dans ce reportage de Anja Sémian et Nicolas Angwa qui ont assisté à la cérémonie officielle de lancement. Ce sont des gestes qui ne devront plus faire partie de notre quotidien, car désormais, une solution innovante est à portée de main, EcoBag Auto, un projet environnemental conduit par des jeunes Ivoiriens très soucieux de la santé de notre planète bleue. EcoBag Auto sont des poches autocollantes faites à base de graines végétales qui vous permettent de collecter tous les petits déchets en voiture. Un produit biodégradable, simple d'utilisation, son impact écologique est considérablement minimisé. Parce que chaque geste compte, celle envisagée par le groupe EcoBag aura un impact significatif sur les générations futures. On envisage aussi rentrer dans les ménages. C'est vrai, je dis pour le moment, on est en train de sensibiliser les automobilistes à ne plus jeter les ordures à travers les vitres dans les rues d'Abidjan. Mais je veux dire, à l'avenir, on compte, en dehors des ménages, on compte, je veux dire, répertorier des endroits clés. Il y a des jeunes de plus en plus qui prennent, n'est-ce pas, conscience de la chose environnementale. Aujourd'hui, si on n'est pas en garde, bien sûr, demain, on ne laissera rien du tout à nos héritages, n'est-ce pas, à notre héritage. Donc, du coup, il est important de penser là. Et nous allons encourager ces jeunes-là. Nous apportons notre appui institutionnel parce qu'au niveau institutionnel, il y a des tests réglementaires qui leur permettent de pouvoir, n'est-ce pas, s'installer et de pouvoir faire des choses, n'est-ce pas, qui pourront, n'est-ce pas, protéger notre environnement. Ayant une durée de vie de 6 mois, EcoBag Auto est disponible à 500 francs CFA. La Côte d'Ivoire a abrité du vendredi 21 au samedi 22 juin 2024 la 6e édition de la conférence internationale sur le renforcement des familles, plateforme mondiale d'échange sur les menaces et les solutions pour sauver les familles. Les participants se sont penchés le vendredi 21 juin au Parc des Expositions sur les questions liées aux finances familiales et au respect mutuel dans le couple. À travers une table ronde, les panélistes ont ainsi dévoilé aux familles participantes les bonnes pratiques en la matière. Le reportage est signé Konena Nourgo et Richard Akeke. Elle est la famille modèle de cette 6e édition de la conférence internationale sur le renforcement des familles. Après 34 ans de vie commune, la famille Kiyungu est toujours soudée, comme en témoigne cette image de la famille parfaite lors de ce premier jour de la conférence. Sur le podium pour partager l'expérience de leur couple, le chef de famille Elder Alfred Kiyungu, avec son épouse et sa fille, le fils et la deuxième fille, étant absents. Nous avons évoqué quelques idées que nous faisons pour que la famille reste forte. Ce n'est pas de la magie, c'est tout simplement question de mettre de la discipline et de trouver des temps, par exemple, de faire une prière familiale ensemble. Lorsque les uns et les autres prient ensemble,
ça renforce les liens de familiarité. C'est l'étude des Écritures en famille. Lorsque vous lisez les Écritures ensemble, vous comprenez la doctrine de Christ et vous apprenez les principes de l'Évangile, comment nous devons vivre en tant que fils de notre Père Céleste. Cela rapproche la famille. Mon épouse a parlé de la communication positive. Si nous communiquons, nous allons, n'est-ce pas, lever tous les ombres qui existent. 34 ans de vie commune, c'est aussi 34 ans de gestion quotidienne des finances familiales et de respect mutuel. Deux sujets qui fâchent et qui divisent au sein des familles. L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a donc pris le taureau par les cornes à travers cette table ronde pour discuter et proposer des solutions aux couples en matière de finances familiales et de respect mutuel dans le mariage. C'est difficile pour certains, mais dans le mariage, on est un. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, quand vous n'êtes pas un, vous n'êtes pas du moi. Ça dit que deux personnes qui se mettent ensemble, ils deviennent une seule chair, comme la Bible le dit. Donc ils sont unis. Donc à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a plus de différence. Les fonds que nous gagnons, que ça provienne du travail de madame, du travail de monsieur, ou bien des deux, ça devient un seul revenu. C'est ça la gestion sociale, c'est ça la dimension sociale. Et donc c'est maintenant ensemble qu'on va planifier les dépenses. Madame a besoin de combien compte tenu que c'est une femme, donc elle a des dépenses. Mais quelles sont les dépenses de la famille? Quelles prévisions faisons-nous sur le long terme avec l'éducation des enfants? Le respect, quel que soit l'environnement, quelles que soient nos charges, nos responsabilités, l'un l'autre, le respect, il doit être mutuel. C'est de cette façon, une des façons qui pourront aider à sauvegarder, à consolider les couples. Tenue du 21 au 22 juin 2024 au Parc des Expositions d'Abidjan, cette 6e édition de la conférence internationale sur le renforcement des familles est la toute première organisée dans un pays francophone. Une édition organisée par l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours à travers le thème « Fortifier le mariage ». Nous parlons toujours de la 6e édition de la conférence internationale sur le renforcement des familles. Plusieurs centaines de personnes y ont pris part. Parmi elles, certaines ont livré leurs sentiments face caméra sur le thème, mais aussi sur la conférence en général. De nos jours, la famille sont désunie. Il n'y a pas de suivi au niveau de l'enfant. À tel enseigne que les enfants font ce qu'ils veulent. C'est ça qui perd la société. Vraiment, c'est une belle initiative. Ça nous permet vraiment de savoir que le mariage est important d'abord. Et aussi comment se comporter, comment est-ce que se comporter dans le foyer vis-à-vis de sa femme et de ses enfants pour vraiment la stabilité du mariage. Avec la fleur au fusil que nous avons accepté de participer à cette conférence sur le renforcement de la famille, parce que dans la famille, nous avons non seulement les parents, mais nous avons aussi les enfants. Donc il est important que les parents sachent le droit de leurs enfants en vue de pouvoir les respecter pour créer l'harmonie dans la famille. Et moi aussi, nous sommes ici pour indiquer aux enfants quelles sont leurs responsabilités dans la famille pour que dans le respect de leurs droits et de leurs devoirs, ils puissent participer à la fortification de la famille, à l'harmonie dans la famille, à la joie dans la famille. Et ici, on apprend beaucoup par rapport à les présentations, les idées, mais d'après moi, je viens d'une grande famille aussi. Ce qui est très important, c'est de garder l'évangile en famille aussi. Si on base les choses sur les principes de l'évangile, par exemple, de pardonner les gens, d'aider les gens, de donner l'amour, respect. Donc ces choses sont les valeurs de société, mais ils sont perdus un peu, sauf que la religion aide à donner cela, l'évangile de Jésus-Christ. En tant qu'investisseur, l'on peut se faire de l'argent, mais aussi contribuer à régler des problèmes sociaux et environnementaux. Ce type d'investissement, appelé investissement d'impact, est nécessaire et même recommandé par l'Université internationale de Côte d'Ivoire et la Fondation pour les études et recherches sur le développement international de l'Université Clermont-Auvergne de France. Pour mieux le démontrer, les deux partenaires ont initié récemment à Abidjan une conférence internationale
pour débattre de la cartographie, de la structuration et du développement de ce type d'investissement en Afrique. Konena Nourgo et Tima Traoré. Influencer positivement la société et l'environnement à travers l'investissement d'impact sur le continent africain. C'est désormais le cheval de bataille de l'Université internationale d'Abidjan et de son partenaire, la Fondation pour les études et recherches sur le développement international de l'Université Clermont-Auvergne de France. Un sujet discuté à l'occasion de cette conférence internationale sur le paysage africain de l'investissement d'impact. L'investissement d'impact représente un investissement réalisé avec l'intention de générer un retour positif ayant un impact social et environnemental mesurable, tout en assurant un rendement financier. C'est donc un souci très important que d'accélérer la naissance et le développement soutenable des entrepreneurs africains et d'accroître le nombre d'entreprises performantes qui s'attaquent de nombreuses et différentes manières aux grands enjeux sociaux du continent. Cette conférence a permis aux chercheurs et professionnels de faire la cartographie de l'investissement d'impact, ses défis et de structurer cette industrie qui, si elle est bien comprise, va apporter des solutions à la famine, la pauvreté et les inégalités sociales. Mais avant, il va falloir former les ressources humaines. L'impact d'investissement se traduit d'abord par la vision. Nous avons la chance, nous, d'avoir un leader qui a donc une vision. Mais cette vision, dans sa déclinaison, doit reposer sur un capital humain bien formé. L'une des préoccupations que nous avons, c'est l'adéquation entre la formation et le besoin. En plus du président de l'Assemblée nationale ivoirienne, cette conférence internationale a mobilisé des personnalités publiques, dont l'inspecteur général d'État, Théophile Awa Ndoli, et le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba. Le monde entier a célébré récemment la Journée mondiale des réfugiés en Côte d'Ivoire. C'est le siège du Haut-Commissariat des réfugiés qui a servi de cadre aux festivités. Occasion, comme chaque année, pour les réfugiés de formuler des doléances. L'une d'elles, le relogement des réfugiés victimes des récents déguerpissements. Issa Badini et Marvi Siri. Nous vivons dans un monde où les conflits s'enveniment. La volonté politique de les résoudre semble totalement absente. Et alors même que ces crises se multiplient, le droit de demander l'asile est menacé. Pour ne rien arranger, les effets globaux du changement climatique, de plus en plus dévastateurs, y compris ici où l'on s'attend à ce que de graves inondations submergent des villages et des terres agricoles, ajoutant au malheur du Sud-Soudan. Extrait du discours du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés à l'occasion de cette journée mondiale des réfugiés. Effet changement climatique oblige qui impacte les demandeurs d'asile aussi. En Côte d'Ivoire, c'est bien moins de terres agricoles que les réfugiés veulent, mais beaucoup plus de logements. Selon leur président et porte-parole du jour, certains de ses camarades n'ont plus où reposer la tête. Actuellement, il y a une politique d'assainissement des quartiers précaires. Alors, beaucoup de réfugiés qui vivent dans des quartiers précaires sont victimes pratiquement de cette situation. Raison pour laquelle nous demandons au gouvernement ivoirien, au HCR, de pouvoir vraiment faire un regard soutenu à ces réfugiés de telle sorte à leur permettre un relogement. Parce que c'est des personnes qui sont des citoyens du monde, qui ont des droits et des obligations. Des logements, mais aussi du travail, des soins de santé. Les réfugiés veulent également aller à l'école et surtout des passeports. Pour cette dernière doléance, le HCR a une bonne nouvelle pour les réfugiés. Nous tenons également à remercier le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour sa décision de fournir des passeports biométriques aux réfugiés, leur permettant d'exercer leur liberté de mouvement et de bénéficier de voies complémentaires telles que la réunification familiale, les programmes de mobilité de travail à l'étranger et les bourses d'études.
Selon Amadou Kassaliou, la Côte d'Ivoire accueille sur son sol 51 827 réfugiés, dont 57% d'enfants. Célébrée tous les 20 juin de chaque année, l'Asie mère est une fenêtre pour jeter un regard sur la vie des réfugiés qui, selon les HCR, se compte à nos jours 120 millions de personnes. La communauté des bouddhistes Soka Gakkai International Côte d'Ivoire a initié un séminaire sur l'éducation. À la suite de ce séminaire, des actes ont été distribués lors d'une rencontre aux autorités en charge de l'éducation, formation, ainsi qu'aux autres officiels présents. Ces actes serviront à mieux connaître et prendre conscience des réformes qui pourront impacter sur l'éducation, la paix durable et le développement. Sandrine Kwame, Nicolas Angwa, dans un commentaire de Kone Nanorgo. Les actes du 14e séminaire de l'éducation ayant pour thème central « Apprendre pour une paix durable » initié par la Soka Gakkai ont été distribués aux responsables en charge de l'éducation-formation, de la culture, de la jeunesse, de la famille, de l'emploi et des droits de l'homme. La distribution de ces actes fait suite au séminaire du 18 février 2024 organisé par le département des éducateurs, enseignants et chercheurs de la Soka Gakkai. Elle s'inscrit dans une dynamique d'amélioration du système éducatif ivoirien, de l'Afrique et d'un monde meilleur par la promotion de la pédagogie Soka et de la pédagogie capacitaire. La remise des actes, c'est toujours une cérémonie importante parce que ce sont ces actes-là qui vont nous permettre d'aller vers les autorités pour solliciter ces autorités, pour leur permettre de comprendre que l'heure est venue, comme l'a demandé le séminaire, pour leur demander de mettre en place un conseil national du système éducatif qui soit un organe autonome, qui ait beaucoup de possibilités, une sorte d'observatoire pour interroger notre système. Selon les initiateurs, la valorisation et l'application effective de l'éducation créatrice de valeur, qui passe par une éducation à la paix et au bonheur de l'apprenant, qui ne doit pas se sentir étrange dans une interaction entre l'école et la communauté dont il est issu. Et notre guide spirituel éternel, Dr André Déazon, a passé sa carrière à une mission noble. Il s'agit d'accompagner des réformes du système éducatif, aider notre pays à avoir un très bon système éducatif. Mon apport, c'était au niveau de l'expertise indicamétrique, portée par feu Dr André Déazon, la pédagogie capacitaire. Exclusivement, cette pédagogie-là se base sur les valeurs intrinsèques de l'apprenant, donc de l'élève. Donc, sachant son profil, on peut plus facilement lui dispenser le savoir. Et aussi en termes d'orientation, il ne faut pas seulement se focaliser sur la moyenne obtenue, les notes obtenues. Les notes ne reflètent en rien le devenir d'un enfant. Donc le profil, une fois révélé, nous permet de savoir cet enfant, cet élève-là, à partir de ce niveau, il est fait pour les longs cycles, donc les études générales sur le long cycle. Soit il a le cycle, il a le profil pour le cycle court technique, soit pour le cycle court professionnel. Or, jusqu'à maintenant, on continue toujours avec le système des moyennes pour les orientations des enfants, mais on voit in fine le taux de chômage qui ne fait s'accroître. Parce que nous disons avec cette pédagogie-là que comme en économie, on parle d'économie de subsistance, on ne peut pas admettre qu'un enfant qui puisse faire 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de formation pour une discipline bien connue, va sur le terrain pour s'insérer étant difficile, faisant faire autre chose que ce à quoi il a consacré toute sa vie. Donc la formation, normalement, doit pouvoir nous servir d'abord avant de servir l'État. La Soka Gakkai International est le mouvement mondial de la communauté des bouddhistes pour la promotion de la paix, de la culture, de l'éducation et de la protection des droits de l'homme. Ouvrons à présent une page de santé dans ce journal avec l'institution de microfinance Crédit Access. Le vendredi 21 juin, Crédit Access a renouvelé son autre engagement d'entreprise citoyenne envers les populations ivoiriennes, celui de mobiliser des produits sanguins au profit des malades des hôpitaux. L'objectif cette année est de mobiliser 1000 poches de sang avec son personnel et ses partenaires à travers la 7e édition des Journées des Héros. Le commentaire de Mondésir Nascimento. 7e année consécutive, 7e édition réussie des Journées des Héros pour Crédit Access qui a déjà réussi à impacter des milliers de femmes à travers ses programmes d'autonomisation.
L'IMF, institution de microfinance, a remis le couvert avec comme ambition de réduire le manque criard de produits sanguins afin de sauver des vies dans les hôpitaux en Côte d'Ivoire. Pour y parvenir, le personnel à Abidjan et à l'intérieur du pays, notamment Korogo, Bouaké, San Pedro et Daloa, ont été mis à contribution. L'action s'inscrit dans une démarche de solidarité nationale, mais surtout dans la démarche sociétale de Crédit Access. Ali Badini, administrateur et directeur général de l'IMF, s'est réengagé à poursuivre cette œuvre à portée hautement sociale. Nous nous efforçons au moins une fois par an, sinon 2 fois, à contribuer justement à renforcer le CNTS dans tout ce qui est collecte de sang. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter, de remercier et surtout d'encourager toutes ces personnes qui contribuent à cet élan de solidarité. C'est à peu près 1000 poches de sang que nous comptons collecter en cette journée du vendredi 21 juin, à travers toutes nos agences, les agences de l'intérieur, les agences d'Abidjan. On a réussi avec notre partenaire, le CNTS, à mettre donc des points focaux, des agents médicaux pour nous faciliter cela. Et c'est l'occasion aussi pour moi de remercier le CNTS pour sa collaboration. Nous le faisons certes pour ce Centre national de transfusion sanguine, mais aussi pour répondre à un besoin criard, un déficit criard de produits sanguins en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas besoin de rappeler les chiffres qui sont tout aussi alarmants. Les partenaires, notamment le CNTS, Centre national de transfusion sanguine, institution de collecte de produits sanguins en Côte d'Ivoire, s'est déployé pour collecter 1000 poches de sang à travers la 7e édition des Journées des Héros. Pour nous, c'est une fierté. Déjà, c'est un honneur de pouvoir nous approcher de la population au travers Crédit Access, qui répond toujours aux besoins en don de sang pour tous ces différents malades qui sont dans les hôpitaux. Dans les médias, on fait état de demandes de sang par rapport à des accidents, par rapport à des cas de maladie. Et en tant que citoyen, en tant qu'Ivoirien, c'est un devoir pour moi de participer à ce don de sang organisé par Crédit Access. Spécialisé dans l'octroi de crédit et la collecte d'épargne, Crédit Access, institution de microfinance aux services bancaires multiples et de qualité, veut continuer à s'inspirer dans les valeurs locales tout en restant tourné vers le digital. À présent, l'information régionale. Du 21 au 24 juin 2024, les enfants âgés de 6 à 59 mois reçoivent la première dose de vitamine A de l'année 2024. Cette opération s'inscrit dans le cadre des journées d'intensification des activités de nutrition du ministère de la Santé à travers le programme national de nutrition. À Bouaké, la campagne a été lancée dans le district sanitaire nord-est de la ville. Le début de cette activité s'est déroulé en présence de notre correspondant régional Emmanuel Bonzo. Koné et Nadège sont des agents administrateurs. Dans le cadre des journées d'intensification des activités de nutrition, ils font du porte-à-porte pour distribuer la vitamine A aux enfants âgés de 6 à 59 mois. Chaque rencontre avec les tout-petits est particulière. C'est bonbon, tais-toi. L'accueil se passe très bien. Mais il y a certains parents qui sont un peu réticents. Après plusieurs explications, certains parents acceptent. Cette opération du ministère de la Santé à travers le programme national de nutrition est la première distribution communautaire de vitamine A de l'année 2024. Cette phase est associée à l'administration de l'azithromycine aux enfants de 1 à 11 mois. À Bouaké, le lancement de la campagne s'est effectué dans le district sanitaire Bouaké Nord-Est et va se dérouler du 21 au 24 juin 2024. Pour marquer la proximité de l'opération auprès des populations, c'est dans la famille d'Ambele Fousseini, au quartier Kotia Kofikro, que les premières doses ont été administrés aux enfants cibles. L'importance de la vitamine A dans la vie d'un enfant, c'est d'améliorer sa santé, lui donner un confort pour pouvoir grandir sainement et aussi améliorer sa vue. Cette vitamine aussi renforce l'enfant dans la défense des différentes maladies de la peau qui vont survenir. Cette vitamine n'a pas de conséquences sur la santé de l'enfant.
C'est gratuit, c'est un effort que le ministère de la Santé fait à travers le programme national pour aider les enfants, participer à la croissance de l'enfant. Ce que je vais dire à les femmes, s'ils recevoir les gens de la santé chez eux pour donner des vitamines à leurs enfants, ils n'ont qu'à les recevoir très bien. Il ne faut pas ils vont les chasser. En Côte d'Ivoire, environ 68% des enfants de moins de 5 ans sur 4 sont anémiés. Si la prévalence de la carence en vitamine A est passée de 33% à 26,7% ces dernières années, force est de reconnaître que 60% des enfants de 6 à 59 mois restent encore à risque. C'est pourquoi la supplémentation en vitamine A bénéficie de l'appui technique et financier de l'UNICEF, de Hélène Keller International, de FHI 360 et de l'implication active des autorités locales. Nous intervenons auprès de l'État de Côte d'Ivoire, plus précisément auprès du Programme national de nutrition, pour apporter notre contribution à la supplémentation des enfants en vitamine A. On s'attend en fait à au moins une couverture de 95% des enfants cibles. Durant 4 jours, dans le district sanitaire Boaké Nord-Est, ce sont 108 885 enfants qui recevront la vitamine A. Tout comme eux, ce sont 2 451 933 enfants sur l'ensemble des ménages dans 40 districts sanitaires du pays qui seront visités par les agents administrateurs. La ville d'Adzopé a également abrité la cérémonie de lancement de la campagne de supplémentation en vitamine A des enfants âgés de 6 à 59 mois, couplée à la vaccination de routine, organisée par le Programme national de nutrition à travers le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Cette activité annonce le début des phases vaccinales et de rattrapage du 21 au 24 juin 2024. Michel Brou. Le marché central de la commune d'Adzopé était au rendez-vous du lancement de la campagne de supplémentation en vitamine A et de la vaccination de routine. Une activité à laquelle étaient conviés les populations, les agents du district sanitaire et de la nutrition en faveur des enfants âgés de 6 à 59 mois. Les initiateurs et partenaires ont procédé à l'accueil et l'information sur les avantages des suppléments en vitamine A avant de transmettre aux enfants les premières doses, mais également des vaccinations de rattrapage importantes pour la santé des tout-petits. Nous connaissons l'importance de la vitamine A à sauver la vue des enfants et protéger la vue des enfants. C'est dans ce cadre-là que nous voulons vraiment toujours apporter notre appui au ministère de la Santé au travers du Programme national de nutrition afin que 2 fois par an, tous les enfants de Côte d'Ivoire soient supplémentés et qu'ils puissent avoir une vie meilleure. Le ministère est soucieux de la santé des enfants et la vitamine A est connue comme un produit qui améliore la croissance des enfants, qui améliore aussi la vue des enfants. Donc, soucieux de la santé de nos enfants, nous avons déployé cette activité, je peux dire, dans tout le pays. Le premier responsable de ce district sanitaire a saisi cette opportunité pour inviter les populations à réserver un bon accueil aux agents vaccinateurs sur le terrain. On a choisi le marché d'Adzopé pour susciter l'engouement des mamans afin de passer le message, d'être nos relais dans les maisons pour que les équipes soient bien reçues afin de pouvoir donner à chaque enfant qui mérite sa vitamine. Le lancement de cette activité de vaccination qui se tiendra sur 4 jours bénéficie d'un appui technique et financier de la structure Hélène Keller. Rendons-nous à Korogo. Afin de lutter contre les absentéismes, les descentes avant l'heure, les représentations au travail, aux arrangements ou affinités, le sous-préfet de Korogo a doté la sous-préfecture d'une pointeuse biométrique. L'objectif de l'autorité préfectorale est de renforcer la présence des agents à leur poste de travail et améliorer la prestation offerte aux populations. Il a doté aussi tous les bureaux de climatiseurs et d'ordinateurs bureautiques. Le récit de Daouda Ouattara. En Côte d'Ivoire, les services préfectoraux sont confrontés à plusieurs difficultés qui ont un impact sur les prestations accordées aux usagers, malgré les efforts consentis par l'État ivoirien. Sous l'égide de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, par le biais de son dynamique ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, la sous-préfecture de Korogo n'échappe pas à cette réalité. Face à cette situation, le sous-préfet central de Korogo, Teto Marcelin Kwasi, a pris des initiatives pour améliorer
améliorer les conditions de travail dans son service en apportant des innovations. Il s'agit d'une innovation de taille qui est l'installation d'une pointeuse biométrique à la sous-préfecture de Korogo dans le nord de la Côte d'Ivoire. J'ai installé une pointeuse biométrique à la sous-préfecture de Korogo pour enregistrer le temps réel du travail de mes collaborateurs et les inciter à respecter les heures réglementaires de travail. Une innovation première du genre dans une sous-préfecture de l'intérieur du pays. Ce système permettra d'une part d'effectuer un contrôle d'accès au bâtiment et d'autre part de monitorer le temps de présence des retards et des absences des agents. La présence de cet appareil simple d'utilisation permet à l'autorité préfectorale d'être informée de toute anomalie sur le terrain, amène désormais les agents de la sous-préfecture de Korogo à respecter au mieux les heures réglementaires de travail. Quand on est arrivé, il y a beaucoup de choses qui ont changé ici à la sous-préfecture. Vous-même, vous constatez que nous sommes un peu à l'aise. Nous sommes à l'aise, mais il faut le dire. Oui, on peut dire que non seulement c'est rapide, c'est courtois, et puis l'usager se sent en sécurité. Quand l'usager se sent en sécurité dans un service, ça veut dire qu'il est satisfait. Les cadres, élus, opérateurs économiques et toutes les bonnes volontés gagneraient à accompagner les actions du sous-préfet de Korogo au fin de rapprocher davantage l'administration des administrés. En image pour terminer cette édition, le Sénégal devrait enregistrer une croissance économique de 10,1% en 2025 contre 7,1% estimé en 2024 selon le Fonds monétaire international FMI. Le FMI précise que les perspectives économiques du Sénégal se sont nettement améliorées après le règlement pacifique de l'élection présidentielle de mars dernier. Le fonds a également noté une baisse prévue de l'inflation qui devrait se maintenir dans la fourchette cible de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest d'ici fin 2025. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, votre télé utile.